vous apprêtez à grimper les 148 marches de la crime, la célèbre brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres, l'un des fleurons de la préfecture de police. Vous n'êtes pas un criminel comme le docteur Petiot ou Guy Georges, qui ont eux-mêmes fréquenté ces lieux lors de leur arrestation. Vous allez pourtant partager le quotidien de la crime pendant 6 mois. C'est la police. Tu joues le jeu jusqu'au bout, t'as une chance de t'en sortir. Allez, vas-y, là. Allez, meurtre, là, c'est pas bon, mais c'est la volontaire, je sais pas quoi. Les policiers ont accepté de nous embarquer avec eux et de nous livrer leurs secrets d'enquête. Et voilà. C'est curieux, hein? Ouais, c'est curieux. Leur mission, résoudre les affaires de meurtre les plus complexes dans Paris et sa région. Leurs outils, la police scientifique et surtout le temps, les enquêteurs ne lâchent jamais. C'est la police, tu bouges pas! Bouge pas! À plat ventre! Tu bouges pas, toi non plus! C'est bon. Bouge pas, lève les mains! Ah, c'est bon. Comment tu t'appelles? Les résultats sont probants, 2 affaires sur 3 sont résolues. Mais arrêtez de me prendre pour un on est marre là! Moi, je me fiche mon billet. Pariez? On parie? Vous partez au trou. Allez! Allez! J'ai pas voulu la tuer. T'as pas voulu la tuer? Qu'est-ce qui s'est passé alors? T'es là pour homicide, ok? T'es là pour un homicide. Et toi, tu te marres? Non, mais t'as pas honte? Donc un coup de couteau dans le flanc. C'est arrivé quand ça? Là, c'est arrivé, là, je suis averti à 16h30. Voilà. Je vais voir qui est-ce qui va sur place. Oui, ça, on nous demande un observateur là, pour aller sur le 19e arrondissement. Une femme qui aurait reçu un coup de couteau dans le flanc. Apparemment, elle est décédée. Le 2e DPJ est sur place et on nous demande de nous transporter sur les lieux pour apprécier la situation. Et voilà. On y va tous les deux? C'est parti. Vous me récupérez? Il y a quelques minutes, une femme qui faisait ses courses est morte, poignardée en plein jour dans une rue de Paris. L'auteur a pris la fuite et les pistes pour le retrouver sont pour l'instant inexistantes. Saisine hautement probable. Hein. Un crime de sang en plein cœur de la capitale, une affaire qui semble complexe, c'est la brigade criminelle qui est saisie. Le commandant Martial et son groupe doivent se rendre sur la scène de crime en urgence. Avec le commissaire Richardot qui supervise les opérations, ils sont chargés de mener l'enquête pour retrouver l'auteur du meurtre. On peut rentrer? Merci. Merci. Le corps de la victime gît encore à même le sol en pleine rue. Il s'agit d'une femme d'une 60aine d'années, une Parisienne qui sortait tranquillement d'un magasin où elle venait de faire ses courses. Voilà, monsieur Richardot, donc commissaire à la crime. Voilà, monsieur. Et il frappe une fois alors? Une fois et côté gauche? A priori, Non. Il y a 2 fois. Une fois au cou Ouais. et une fois au flanc. Et apparemment, c'est le coup au flanc qui est mortel. Oui, parce que La brigade criminelle interroge d'abord les policiers du secteur qui ont recueilli les premiers témoignages. Un homme a été vu en train de poignarder la victime et de prendre la fuite. Il s'agirait d'un homme de type asiatique, âgé de 30-35 ans. Il était, au niveau vestimentaire, il avait une tenue qualifiée de très soignée. Il portait des cheveux noirs, mi-longs, qui tombaient sur la nuque. Corpulence, a priori, normale, voire athlétique. Il était porteur d'une veste. Le commissaire fait un rapide topo au chef de la crime. Martial, lui, donne les premières instructions à son groupe. Il y a 3 témoins voilà, qui sont gardés là-bas, qui ont vu ou entendu, ça dépend pour chacun, une altercation, des cris. Et certains donc, ont vu un homme, un asiatique. Et donc, il y a un témoin qui est arrivé en voiture, qui est descendu, qui a poursuivi le gars à pied, qui l'a vu monter dans un bus
Il a relevé le numéro du bus. On a le numéro de la ligne. Demain matin... Le bus, vous voulez que j'aille le techniquer moi ce soir ou on le fait demain puisqu'il est bloqué? C'est ce soir. Non. Ce soir? Le bus, il faut qu'il puisse repartir dans le circuit. Donc il faut le techniquer ce soir. Donc il y a une équipe IJ dès qu'ils ont fait les photos, vous partez avec quelqu'un, de l'IJ. D'accord. Priorité absolue, bloquer le bus dans lequel l'auteur du meurtre a pris la fuite. Il y a peut-être laissé ses empreintes et surtout, avec un peu de chance, le bus est équipé de caméras de surveillance. Si ça correspond à la description des témoins, description vestimentaire et physique, bien sûr que c'est une pièce maîtresse. Les constatations près du corps peuvent commencer. Avec l'aide de la police scientifique, Franck va décortiquer minutieusement les moindres détails de la scène de crime, y compris les plus macabres. En fait, elle a une plaie assez importante ici. Et là, la gorge aussi. La gorge. C'est toujours difficile de constater la mort des gens dans des circonstances pareilles. Maintenant, on essaie d'être professionnel et de le faire justement d'une manière un petit peu détachée, quoi. Ça vous touche la mort de cette femme? C'est vrai que c'est une dame qui pourrait être ma maman, quoi. Je veux dire, et c'est pour ça que ça touche encore plus. Franck prélève tous les éléments avec lesquels le meurtrier a pu être en contact. Cheveux, chewing-gum, vieux mégots ou sac à main de la victime, il y a peut-être sur l'un d'entre eux les empreintes digitales ou l'ADN de l'agresseur. D'après les premiers témoignages, elle aurait été saisie par les vêtements et poussée contre le volet métallique. Donc ça peut laisser penser que ces vêtements présentent les traces peut-être ADN de son auteur. Alors, elle a pas mal d'argent dans le... Je sais pas comment estimer ça, au moins 200 € en liquide, plus que ça. Il doit y avoir 300-400 € en liquide. Manifestement, d'après un témoin, l'agresseur a tenté d'arracher le sac, la dame aurait résisté et il a échoué dans sa tentative. Et donc, de dépit, il l'aurait frappé, il l'a frappé, quoi. Et le sac, il n'a pas pu s'en emparer, c'est la raison pour laquelle on le retrouve. Voilà. Isabelle, de son côté, fonce au dépôt de la RATP. Le bus avec lequel l'agresseur s'est enfui a bien été stoppé. L'enquêtrice fait immédiatement prélever les traces et les empreintes sur la barre où l'homme se serait agrippé. Il y en a deux qui sont belles de l'autre côté. Ouais. On peut essayer de la voir. Et puis un max de prélèvement de contact, ouais. Un max, oui, parce que vu le nombre de personnes qui viennent. Ouais, je pense. Et puis sachant que le bus est resservi après, quoi. S'il est déjà connu au fichier des services de police, on aura une identité, on va parler. Si c'est son empreinte. Mais au moins, on a ça en support. Si on doit l'exploiter, on a de quoi exploiter. Ce ne sont pas des preuves irréfutables, ce sont des éléments d'exploitation. Et la bonne nouvelle, c'est que le bus est équipé de caméras de surveillance. Mais il faudra attendre 24 heures avant de visionner les bandes et savoir si le meurtrier a bien été filmé. Pendant ce temps-là, sur la scène de crime. Vous rentrez chez vous, là. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Communiquez-moi l'indicatif qui aurait fait cette interpellation. Je viens de le passer, 82, TP Bac 19. Après 2 heures d'investigation minutieuse, le corps va partir à l'Institut médico-légal pour autopsie. Martial et le commissaire doivent maintenant remplir une mission qu'ils redoutent. Prévenir le mari de la victime. À l'heure qu'il est, il ne sait pas encore que sa femme vient d'être assassinée. Bonjour monsieur. Bonjour. On peut vous parler un instant, s'il vous plaît? Oui. Asseyez-vous, monsieur. Nous sommes de la brigade criminelle du quai des Orfèvres. Et voilà, nous sommes chargés depuis moins d'1 heure par le procureur de la République de Paris d'enquêter sur les circonstances d'une agression qui a malheureusement coûté la vie à votre épouse, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé?
On l'ignore, on fait tout pour... il semblerait que ce soit pour son sac à main, qu'un quelqu'un a essayé de lui enlever, qu'il ait résisté, lui a porté un coup fatal. On est à sa suite, on le pourchasse activement. Croyez bien qu'on fait tout ce qui est possible pour le retrouver. On a un signalement, on espère aboutir, mais voilà. Elle est décédée? Oui. Je suis désolé, monsieur. Bon, j'ai horreur de ça. Pardonnez-moi donc. Je veux dire, c'est ce qui m'est le plus dur dans ce métier, c'est ça. Et à chaque fois, c'est... C'est épouvantable, c'est sûr que c'est... Je mesure parfaitement ce que ça représente pour cet homme, ce que je viens de lui annoncer. On est pleinement conscience et je ne peux pas ne pas faire un transfert. Si à moi on m'annonçait un truc pareil, voilà, bon, il faut le faire, on le fait. Maintenant, on va s'occuper de celui qui a arrêté tout ça, qui a arrêté de vie, quoi. Comment tu veux réagir ? On a conscience de la réalité, enfin, d'une certaine réalité. Ça existe. La plupart des gens n'en ont pas conscience, mais ce monsieur, ce matin, il s'est levé, il a embrassé sa femme, il a pris son petit déjeuner avec elle. Il n'a pas imaginé un seul instant qu'il ne la reverrait jamais. Ça, c'est une réalité. Alors, on vit mieux en sachant qu'elle n'existe pas, c'est certain. Nous, on vit avec parce qu'on va le constater, malheureusement, trop souvent. Donc, oui, il vaut peut-être mieux ne pas le savoir. Et... Ouais. De retour au quai des Orfèvres, Martial et son groupe entendent les témoins du crime qui fournissent un premier profil du meurtrier. Je vois un mec en train de tirer un sac d'une dame. En fait, la dame, elle voulait pas se laisser faire. J'ai gueulé, je lui ai dit arrête, arrête. Et c'est là où j'ai vu... En fait, moi, j'ai pas vu quand tu lui as mis le couteau. J'ai vu juste quand le couteau est ressorti. Je me suis penché pour voir ce qui se passait et j'ai juste vu donc cette dame qui était allongée par terre. Et un homme qui partait au loin avec quelqu'un qui était derrière lui en criant « Attrapez-le, rattrapez-le, arrêtez-le ». Après, il s'est enfui. Il a pris les escaliers et comme par hasard, il y a eu le bus qui est arrivé au bon moment pour lui et il monte dans le bus et il s'enfuit. J'ai reconnu de loin, enfin j'ai vu une personne assez fine, pas très large d'épaule, avec des cheveux longs, noirs et raides. Et donc qui partait en marchant vite, les mains dans les poches. Type africain, européen, asiatique J'ai cru qu'il était de type asiatique, mais je pourrais pas le dire à 100%. C'était un asiatique, assez grand, jeune, une bonne trentaine d'années. Si on peut arrêter ce mec, c'est bien, c'est bien. En prison, ouais, le plus longtemps possible. Même si on réussit beaucoup d'enquêtes, il arrive parfois que certaines mettent du temps. Ça peut parfois se résoudre en quelques jours, quelques semaines, et des fois ça demande des mois, voire des années. On a vu des enquêtes aboutir au bout de 10 ans, criminelles au bout de 10 ans. On n'abandonne jamais. En fin de journée, les policiers épluchent les témoignages pour faire un premier bilan. Très serein, très zen dans toujours, le PV, très calme, froid. Marcher normalement en direction de la rue des Années. Ouais. Cet homme m'a semblé très calme, zen. Je me suis approché doucement en lui gueulant dessus. Je lui ai dit arrête. L'homme a cherché encore, troisième fois qu'il le dit, à tirer le sac à main, la femme à terre, mais elle s'y agrippait toujours. Il a fini par prendre la fuite sans pouvoir le lui voler. C'est vrai, on est tous comme ça. C'est un réflexe. Ouais, c'est un réflexe, et puis tu n'imagines pas que ça va provoquer ta mort. Enfin, sinon, évidemment, a posteriori, on peut se dire que c'est dérisoire, mais sur le moment, elle n'a pas imaginé un seul instant que le mec pourrait la pointer pour ça, quoi. Ce qui est quand même troublant, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Il se trompe pas, le mec. Hein. Il choisit la bonne. Hein.
Elle a des bijoux, elle a de l'argent. Ouais, mais en même temps, regardez, elle est propre, elle est très soignée comme femme. Oui. L'argent est où? Dans un portefeuille caché ou dans un... Non, dans le sac à main. Dans son portefeuille avec ses cartes Donc bancaires. on peut envisager qu'elle aussi elle fasse des achats, qu'elle ouvre et que lui soit derrière. Quand on aura les bandes vidéo des magasins, éventuellement. C'est possible. Ouais. Bon, allez, tous au lit. Allez, à demain. Bon, les croissants pour moi demain matin. Hein. Je prendrai une petite chocolatine. Non, j'amènerai d'autres bricoles. Non, on va pas s'empiffrer. Non, mais viens à 9h, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire avant? Repose-toi, essaie de dormir. Hein? Voilà. Bonjour mon petit Franck, excuse-moi. En attendant les vidéos du bus, ce sont d'autres images qui intéressent les enquêteurs. Juste avant d'être poignardée, la victime faisait ses courses dans un supermarché équipé de caméras de surveillance. Les policiers viennent de récupérer les enregistrements du magasin. Après le PV qu'elle a fait, c'est 22 minutes, donc c'était 38. C'est elle? Non. Elle a les cheveux mi-longs. Elle a un gilet gris clair, en laine, un pantalon noir. Je me demande si c'est pas elle, figure-toi. Ouais, effectivement, c'est vrai que... Le sac. Ouais, c'est ça, puis même le gilet... C'est elle, hein? Le long gilet gris. C'est ça? Ouais. C'est elle, c'est sûr. C'est une dame qui la suit, il n'y a personne là, on voit rien. Tu vois, la dame, elle n'est pas très prudente. La dame à côté, si elle veut, elle regarde, elle voit, hein, elle voit ce qu'elle fait, elle voit les billets. Ou quelqu'un qui est là, ou quelqu'un, qui traîne là, puisqu'il y a le self-service. Là. Ouais. Là, pour le moment, il faut voir toutes les caméras, il faut essayer de repérer donc, la dame dans le magasin et s'assurer qu'elle n'a pas été suivie. Bon, on ne le pense pas, mais il faut cependant être certain. Donc on va regarder maintenant au parking. Ah, tiens, voilà. Elle vient de passer. Très bien. Hélas pour les enquêteurs, sur cette vidéo, aucune trace de l'agresseur, rien qui pourrait leur permettre de l'identifier. L'espoir se porte désormais sur l'ADN. Le tueur a peut-être laissé des traces biologiques sur les vêtements de la victime lors de l'agression. Ils sont analysés à Nantes, dans un laboratoire génétique spécialiste des enquêtes criminelles. Les scientifiques analysent aussi le sac à main de la victime que le meurtrier a tenté de lui arracher sans y parvenir. Il peut donc avoir déposé des cheveux, du sang peut-être dans la bagarre, de la sueur bien sûr s'il avait les mains moites. La plupart du temps ce sera plutôt des cellules de la peau qui desquament en fait et qui se déposent sur le sac. Sont également examinés les ongles de la victime prélevés sur le corps lors de l'autopsie. Souvent dans les cas d'homicide comme ça, les légistes prélèvent les ongles de la victime dans l'espoir que la victime ait griffé en fait l'agresseur, tout simplement. Le fait de griffer, forcément, ça décroche des cellules et forcément, ces cellules se retrouvent sous les ongles. Donc, Les résultats seront transmis dans quelques jours à la brigade criminelle. Au quai des Orfèvres, un élément capital qui peut faire basculer l'enquête vient d'arriver dans les bureaux de la crime. La vidéo du bus à bord duquel le criminel a pris la fuite dépasse tous les espoirs des enquêteurs. Voilà. Putain, c'est extraordinaire.
On y voit parfaitement monter un Asiatique en chemise blanche et blouson noir, quelques minutes à peine après l'agression mortelle. Là, vous avez vu, il relâche tout de suite. Et là, regardez, à un moment, il va... On dirait qu'il a vraiment le souci de ne pas saisir pour éviter de laisser des traces. Oui, complètement. Regardez, il va ouvrir son blouson, regarder à l'intérieur, vérifier quelque chose, refermer. Bon, alors là, hop, il relâche. Si l'homme regarde à plusieurs reprises dans son blouson, c'est certainement pour vérifier que son couteau n'est pas visible. Il regarde de partout, hein, c'est net. Hein. Par rapport aux autres personnes, regardez, qui regardent nulle part. Lui, il a les cheveux, disons, volumineux, mais pas très longs. Si on ne chope pas avec ça... Il ne fait pas l'effet d'être un toxicomane, mais bon. Non, bah non. Les policiers disposent désormais d'une image parfaite du suspect numéro 1 dans cette affaire. Mais ce n'est pas tout. Ils savent désormais où le chercher précisément. En sortant du bus, le suspect s'engouffre dans le métro, où il est également filmé par des caméras de surveillance. C'est en visionnant les vidéos sur la quasi-totalité du réseau que la brigade criminelle a pu reconstituer l'itinéraire du meurtrier. Et voilà. Il descend place des Fêtes. Place des Fêtes, il emprunte le métro. À Belleville, il descend. Ensuite, il prend la 2 en direction de la 3, direction Pont-de-Levallois. Et ils ont fini par le retrouver sur la 7. Voilà, ici, Pierre Curie. Il est serein, il a défait les pans de sa veste, il marche beaucoup plus naturellement, il n'a plus le regard anxieux qu'il avait dans le bus. Il est rassuré, c'est un terrain qu'il connaît, ça y est, il est sauvé, il est chez lui. On l'a retrouvé, en fait, il est sorti après à la station Pierre et Marie Curie sur la 7. C'est juste avant mairie d'Ivry, ou porte d'Ivry, je ne sais plus, enfin sur, tu vois. D'accord. Donc, voilà, on se doute bien dans quel coin il habite. C'est désormais dans ce secteur de Paris où réside une forte communauté asiatique que vont se concentrer les investigations de la brigade criminelle. L'expérience montre que la vidéosurveillance, la vidéoprotection, quel que soit le terme utilisé, permet la résolution d'enquêtes judiciaires. Ça reste un outil d'aide à l'enquête, il faut le prendre comme tel. Donc je pense qu'on a plus à gagner au développement de la vidéosurveillance qu'à perdre. En tout cas, c'est le point de vue d'un enquêteur de police judiciaire. Martial montre la photo du suspect à Loïc Garnier, le patron de la crime, qui s'informe minute par minute des avancées de l'enquête. J'espère, hein, parce que... On a une bonne photo, c'est déjà bien. Maintenant, il faut que tout le monde soit visé, tout le monde ait la photo dans la poche. Le plus vite est le mieux, hein, il ne faut pas qu'il reparte à l'étranger, sinon ça devient très difficile. On le trouvera, hein, ne serait-ce que pour le mari. Pour la RATP, on va faire, je suis en train de préparer un avis de recherche qu'on va diffuser sous une forme qui est à déterminer, mais qui est en cours, que je suis en train de préparer, et on le diffuse dès cet après-midi. On diffuse également les clichés sous ce format-là. On va leur en diffuser au moins 50 à la RATP, et on en garde au moins l'équivalent pour les arrondissements du 19, du 11 et du 20. Ok. On a un Asiatique qui correspond en tout point au signalement qui nous est fourni par d'autres témoins oculaires qui ont assisté à l'agression. Donc, sauf à ce qu'il est un sosie, on est, semble-t-il, en présence de l'auteur présumé des faits. Ça vous donne pas son identité d'avoir... Certes non, mais enfin bon, on sait qui on cherche. Et donc là, par le biais des diffusions massives qu'on s'apprête à faire, on peut espérer que les gens de terrain, sensibilisés sur cette affaire, le découvrent rapidement. Les taux se resserrent là. Je sais pas si les taux se resserrent. On fait tout pour. L'avis de recherche va être placardé dans tous les services de police de la région, mais aussi dans les gares et les aéroports. Voilà. Je te soumets ça, c'est ce que je vais envoyer. Je balance ça tout de suite. Isabelle et sa collègue vont aussi distribuer des centaines de photos dans les commissariats du secteur.
Les policiers ont une consigne, interpeller sur le champ cet homme qui peut être dangereux. Il est sorti du métro près de la mairie d'Ivry, sur la 7. Donc il est passé chez nous. Ouais, sur Pierre Curie. Il est sorti à Pierre Curie. A priori, il a toujours son couteau sur lui. Ah ouais, d'accord. Donc attention à l'interpellation. Là, le problème, c'est que c'est un physique Assez banal. Bah, moi, je trouve. Je diffuse en attendant et puis... Ben, merci beaucoup. Des équipes de la crime planquent même chaque jour dans la station de métro où l'homme a fini son parcours le jour du meurtre. À la crime, Martial et Isabelle épluchent plus d'1 millier de photos d'Asiatiques répertoriées dans le fichier de la police. Ah oui, pas mal du tout, hein. Je sais pas, t'avais pas tilté dessus, Isabelle? Ah si, c'est pour ça que je l'ai imprimé. Il a vraiment le menton carré, celui-là. Hein. Qui? Oui. Ah, il me plaît bien, celui-là. Hein. Celui-là, il est bien. Il habite où? À Ivry-sur-Seine. Et celui-là? Je sais pas si je l'ai fait, tu vois. En couleur? Ouais. Mais les enquêteurs doivent rapidement interrompre leurs recherches. Après 5 jours de planque à la station de métro Pierre Curie, l'obstination des policiers paye enfin. Un suspect vient d'être interpellé. Les collègues qui surveillent l'entrée et la sortie de la station métro Curie tiltent sur un asiatique qui semble correspondre à la photographie. L'un affirme presque que c'est lui, l'autre est un peu plus sceptique, donc nous allons vérifier. Bonjour. Mais le verdict d'Isabelle est sans appel. Non. Je suis désolée. Bah ouais. La bouche. Un petit peu, même pas l'anglais. Hein. Trop petite, beaucoup trop petite. Ouais, mais ça... Il a paniqué quand même à un moment. Oui, forcément. Bon. Il lui a montré la photo, il dit que c'est pas lui. Hein. Pas possible, pas possible. You know this man? You know? You don't know? Ça va assez vite, hein. Il est passé devant nous et il ressemblait au signalement. Même corpulence. Même taille. Donc dans le doute, on l'a contrôlé, quoi. On ne peut pas se permettre de laisser passer ça, parce qu'il marchait assez vite. Donc il a fallu qu'on aille auprès de lui pour s'assurer que c'était bien la mauvaise personne, malheureusement. Et le meurtrier ne va pas être facile à débusquer. Retrouver un homme au physique banal en plein quartier chinois, autant dire que la mission s'annonce difficile. Quand il ne traque pas les meurtriers, le commandant Martial troque volontiers son costume de scène de crime contre un costume de scène plus léger. Moi je suis tango tango. Depuis 4 ans, Martial chante dans une chorale amateur et ce soir, la troupe se donne en spectacle. Tango. Voilà. Bon, on va y arriver. Vous êtes prêts? Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, ça va aller. Oui. Et c'est un bon danseur? Oh, excellent, je l'ai pris en main dès qu'il est arrivé. C'est vrai. Hein, c'est si bon. Et puis c'est surtout un bon camarade. Il est charmant. Toujours de bonne humeur, toujours marrant, très agréable. On a du mal à imaginer qu'il fait un travail comme ça. Quand il arrive, il est toujours le sourire aux lèvres. Allez, Martial. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ben, je te tiens, puis tu pars en avant, comme Sylvie. Je vous pousserai toutes les deux, et nous, on reste en arrière. Hein?
à tout prix prendre de la distance par rapport à ces situations, parce que sinon on arrêterait de faire ce métier tout de suite, quoi. Si on s'impliquait, on ressassait sans arrêt ces moments terribles, bon, on pourrait pas, c'est pas possible, quoi. On pourrait pas tenir à la distance. J'oublierai pas, comme j'ai pas oublié les autres situations du même genre, mais voilà, bon, je vis ma vie, quoi, à côté de ça. Je pense, peut-être qu'inconsciemment ça laisse des traces, mais enfin, je parviens à gérer tout ça. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Dix jours après le meurtre, malgré des dizaines d'heures de planques et des centaines de photos diffusées, le suspect n'a toujours pas été retrouvé. Mais cette nuit-là, à 1h du matin, Isabelle et le groupe sont tirés de leur sommeil par une nouvelle alerte. Une patrouille de police vient d'amener au quai des Orfèvres un Asiatique qui ressemble énormément au suspect numéro 1. Grâce à la photo diffusée partout, ils ont repéré l'homme dans un supermarché et l'ont interpellé sur le champ. Patrick est arrivé? Ah oui, il est là, il s'en occupe. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors? Oui, c'est bon. Ouais. Ah, si c'est pas lui, c'est son jumeau. Non, c'est bon. Ouais, c'est bien lui. Hein. Oh non, mais il n'y a pas de souci. Ils ont bien percuté, vraiment bien. Il est venu, en fait... Tu vois, il a les mêmes pompes. Tu vois, ces pompes sont les mêmes. Oh, absolument, c'est lui, il est habillé de la même façon en plus. Non, il n'y a pas de doute, hein. C'est bien la bonne personne. De toute façon, on s'était dit que quand on se trouverait face à lui, il n'y aurait pas de doute possible. L'homme est chinois et ne parle pas français. Le groupe a fait appel à une interprète. On a besoin quand même des éléments, le papa, la maman, la filiation, l'adresse. Oui, l'adresse, il ne connaît pas. Comment ça? L'adresse, évidemment, il n'a pas l'adresse. Et l'adresse. L'adresse. Tu donnes l'adresse, tu te dépêches. Allez, l'adresse. C'est pas le moment de déconner là, donne ton adresse. Dépêche-toi. Hein, t'habites pas dans la rue. Allez, l'adresse, allez. Donne l'adresse, dépêche-toi. Les policiers montent le ton d'entrée de jeu, une méthode classique pour impressionner le suspect et l'engager à coopérer. Je ne sais pas où j'habite, par contre, c'est toujours un ami qui me répond pas à la maison. Non. Il veut bien donner son numéro de son ami. C'est un numéro de téléphone, c'est ça? C'est dans hein. Ah non, vas-y. Mais il se fout de ma gueule, c'est 0852, c'est où ça? C'est en Chine? Hong Kong. Eh oh, t'es à Paris là. Tu commences pas là. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, le numéro de Hong Kong là? Tu commences pas. Bon, il a une profession aussi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie là? Ta belle chemise blanche là? Je ne travaille pas. Pas d'adresse, pas de travail. C'est quoi l'argent qu'il avait sur lui? Ça sort d'où ça? Il va te raconter des conneries, c'est ça? Laisse tomber pour l'instant. Nourri logé pour un ami. Ah bah très bien, alors tu es nourri logé où ça? Par cet ami? Ouais. Avec un numéro à Hong Kong? Ouais. Ah ouais, Est-ce que vous pouvez lui dire, s'il vous plaît madame, qu'il est placé en garde à vue à compter de l'heure de son interpellation ce soir? 21h45. 21h45, d'accord. Bon, On n'est pas là, nous, pour juger ce qu'il a fait. Et des gens qui ont fait des choses graves, on en voit toutes les semaines dans notre bureau. D'accord? Mais, quand on explique son geste, ça permet aux gens de mieux comprendre. Si vous gardez le silence, personne ne comprendra. On va passer dans l'autre bureau.
Une longue nuit de garde à vue commence. Assieds-toi. Sit down. Sit down. Isabelle et Germain, le commandant de permanence, ont 48 heures pour recueillir les aveux de cet homme. Pourquoi tu as fait cette grosse bêtise? Si on ne le sait pas, on ne pourra pas t'aider. J'ai pas voulu le tuer. T'as pas voulu la tuer? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Je pouvais pas me contrôler. Tu pouvais pas te contrôler? Et pourquoi elle? Je sais pas. Assieds-toi là-bas. Allez. Ça va, ça sert pas trop? Isabelle ne s'attendait pas à ce que l'homme avoue si facilement son geste. La priorité maintenant, coucher rapidement ses déclarations sur le papier avant qu'il ne se rétracte. Bah, je l'ai vu, on s'est croisés, et puis sorti le couteau, j'ai vu. D'accord, bon, ok. Alors j'ai vu, je l'ai croisé. Je suis montée dans un bus. Ensuite? Même moi, tout seul, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Étant à ma place, un étranger, pourquoi j'irais tuer quelqu'un dans un pays qui n'est pas mon pays? C'est ce qu'on veut comprendre. C'est ce qu'on lui demande, parce que c'est lui. Pourquoi elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu voulais de l'argent? Son mari est très triste. Ses enfants pleurent. Tu dois leur expliquer. Pourquoi le couteau? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne ramasse pas dans les rues de Paris un couteau. On écrit ce que tu veux, mais il faut appeler les choses comme elles sont. Comment il appelle ce qu'il a fait? Comment tu dis? Comment tu dis? Je voulais l'agresser, mais je voulais pas la tuer. D'accord. C'est moi qui ai agressé. D'accord? Ok. Très bien. Ok. C'est un peu frustrant parce que dès le début, on a l'impression qu'il veut libérer sa conscience et qu'il va expliquer son geste, et on reste sur une explication fantaisiste. On va te mettre parmi d'autres Chinois et on va voir si les gens qui t'ont reconnu te reconnaissent à nouveau. Au deuxième jour de garde à vue, les témoins du meurtre sont convoqués. Placés derrière une glace sans teint, ils doivent désigner parmi ces 4 hommes celui qu'ils pensent avoir vu le jour du crime. J'espère que les témoins vont le reconnaître, mais ça n'enlève rien aux vérifications qui ont été faites, aux images qui ont été prises de lui. Voilà, ça ne va pas remettre en question sa culpabilité. Tournez-vous de profil. Ok. Je sais pas. Le 2, je ne sais pas. Plutôt le 2, mais vous hésitez entre le 2 et le 3, c'est ça? Ouais. D'accord. On va l'écrire. Ok. Non, il avait les cheveux longs. Plus long, vous dites? Ouais, vachement plus long. D'accord. 2 témoins sur 3.
reconnaissent le numéro 2, mais sans certitude. Il y aura encore beaucoup de zones d'ombre à éclaircir dans ce dossier. Mais à cette heure, les aveux du suspect sont suffisants pour qu'il soit incarcéré. L'enquête va continuer sous la direction d'un juge d'instruction. L'homme sera jugé d'ici quelques années en cour d'assises. Le groupe qui a bouclé l'affaire est invité ce matin dans le bureau du grand patron de la crime. Alors, je voulais qu'on marque le coup pour deux raisons. La première, c'est que c'est une belle affaire sur laquelle vous avez bien bossé. Et puis, c'est quand même pas normal de se faire assassiner à 64 ans, à 16h30 dans la rue. Et il fallait que ça sorte. Voilà, ce genre d'affaire, il faut que ça sorte. On n'avait pas beaucoup d'éléments, c'est pas parce qu'on a une photo d'un Chinois, parce que des Chinois, il y en a quand même un certain nombre sur cette terre. Donc, moi, je tenais à vous féliciter, vraiment du fond du cœur. Maman, elle disait ça. Bon, eh bien, votre réussite. Merci, monsieur Garnier. Merci. Le soir même, ils fêtaient leurs 30 ans de mariage. Oh là là là. Ah, excusez-moi. Ça déroule. Mais les hommes du commissaire Garnier ne vont pas souffler très longtemps. Dans la nuit, la brigade criminelle va être saisie d'une nouvelle affaire. Un incendie ravage un immeuble d'habitation en banlieue parisienne. L'un de ses occupants vient de composer le 18, totalement paniqué. Bonjour, son petit bonjour. Allô. Mais monsieur, je dis à monsieur, ça va rentrer chez moi, je vais mourir. C'est tout, monsieur, là. Je suis au 4e étage, je suis à côté de chez moi. Monsieur, calmez-vous, d'accord. Mais des flammes sont dans mon couloir, je dis, je vais mourir. Non, monsieur, vous prenez des risques en sortant, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Dis-moi ce que je fais. Vous ouvrez votre fenêtre. J'ouvre la fenêtre. Et mes collègues, dès qu'ils arrivent, vous leur faites signe, moi je vais les prévenir. Vous êtes juste en face de l'appartement qui brûle, c'est ça? L'appartement à côté, mitoyen. L'appartement à côté, d'accord. L'appartement est entièrement fumé. Je peux plus respirer. Monsieur, vous restez à votre fenêtre, d'accord? Allô? Ok. Oui, je suis là. Je vais prévenir mes collègues que vous êtes à côté, ils vont venir vous chercher, hein. Et vous sortez pas, vous prenez plus de risques, hein. Je sors pas, je sors pas. Restez en ligne, là, quittez pas. Je reste en bas. Ed, je préviens le groupement, il y a un mec coincé dans un appartement à côté. Son appartement il est complètement fumé, juste à côté de l'appartement qui brûle. Monsieur, je vous en supplie, monsieur, il arrive, hein. J'ai une flamme chez vous, hein. Monsieur. L'homme au bout du fil s'en est finalement sorti sain et sauf. Son voisin de palier, lui, a eu moins de chance. Il est mort dans l'incendie. Un pyromane a-t-il mis le feu à l'immeuble? A-t-on cherché à tuer cet homme en particulier? Ou bien s'agit-il d'un accident domestique? Les circonstances de cette mort tragique étant encore bien mystérieuses, c'est la brigade criminelle qui est chargée de l'enquête. La victime était handicapé moteur. Il a 54 ans. Gros fumeur, dialysé. Mais gros fumeur, vraiment gros fumeur, vivant seul a priori. C'est son appartement où l'incendie a sans doute débuté. Donc en fait, l'incendie c'est rez-de-chaussée, 4e et 5e, sur une même ligne. Tout le 4e est ravagé, donc lui, il a réussi à sortir de son appartement, sans doute pour essayer de fuir. Il a dû appeler l'ascenseur, j'en sais rien, mais les fumées toxiques l'ont séché net, et puis derrière, la chaleur a fait qu'il a été carbonisé. Ouais, vous voyez, il y a du verre cassé partout, là. Ah ouais, c'est gorissime, là. Là, la progression va être compliquée parce que... ils ont inondé l'immeuble, hein. La brigade criminelle est saisie parce qu'il y a un mort. Donc, première chose, évidemment. Et puis, deuxième chose, les premiers éléments de l'enquête laissent à penser qu'il y a pu y avoir plusieurs départs de feu. Un départ de feu au 4e étage et un départ de feu au rez-de-chaussée. Toute la question est de savoir si ces deux départs de feu sont distincts, s'ils ont pu être générés par une action humaine criminelle, donc, ou pas. La propagation se fait par quel biais? Par les fenêtres ou Par l'extérieur. Par l'extérieur? D'accord.
Non, mais peut-être au-dessus du faux plafond, hein. Parce que tu as le faux plafond encore au-dessus. Hein. On ne travaille pas sereinement puisque la progression est extrêmement difficile compte tenu de la présence de l'eau, de l'odeur et de l'ambiance générale qui est assez stressante. Et puis angoisse de retrouver d'autres corps humains éventuellement carbonisés. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Non. Et l'appartement est ravagé, là? Oui. Celui-là est ravagé, en fait. Il n'y a pas de corps à l'intérieur? Ah non. Bon, ok. Vous avez vu un corps au 4e étage? Oui, au 4e, c'est... De la victime? Oui. Elle est dans quel état? Complètement carbonisé? D'accord. Le corps de la victime et son fauteuil roulant sont retrouvés carbonisés au 4e étage, juste devant les portes de l'ascenseur. L'homme a probablement tenté de l'emprunter avant d'être pris au piège par les flammes. La faible réaction. Ça, c'est un appartement? Oui, c'est sûrement un studio. Ouais. C'est devenu un... Ah ben voilà. Le 4e et le 5e étage ont été complètement détruits par l'incendie. Mais ce qui étonne le commissaire, c'est que le rez-de-chaussée a lui aussi été ravagé par les flammes. Le feu aurait donc épargné, comme par magie, tous les étages intermédiaires. L'idée de trouver une trace papillaire ou un ADN ici, ça paraît compromis. Hein. L'appartement du rez-de-chaussée appartient à cet homme qui découvre à l'instant l'ampleur des dégâts. Il a tout perdu dans l'incendie. Là, c'est tout. Pour moi, c'est tout. Coffre, là aussi. Tout. Mais malgré le désastre, une découverte va lui faire retrouver le sourire. C'est bon ça. T'as pas brûlé? Non. Très bien, hein? Mon papy. Ne pas brûler. Et regardez, le plexiglas, c'est ça en fait, c'est une espèce... Comment ça Ah, mais c'est une espèce de beau Windows, enfin une espèce de... pas une pergola, une véranda, voilà, la véranda, c'est ça. C'est un duplex, là. Le 5e, c'est un duplex. C'était. C'est en examinant la façade que les enquêteurs comprennent de quelle façon le feu a pu se propager du 4e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Tous les appartements brûlés sont vraiment sont en ligne droite, quoi, hein. Donc le feu démarre du 4e, monte, se propage au 5e par la fenêtre. Il y a des éléments enflammés qui tombent du 4e et du 5e au rez-de-chaussée, qui parfois s'arrêtent au 1er. Donc ça brûle les volets roulants du 1er étage et ensuite ça crame l'appartement du rez-de-chaussée. Il n'y a donc pas deux départs de feu distincts, mais un seul au 4e étage. Information qui peut remettre en cause l'hypothèse d'un incendie criminel. Pour l'instant, on n'a pas du tout de piste. Alors c'est vrai que quand on nous a téléphoné, on évoquait peut-être une piste criminelle, vraiment, sans totalement l'exclure, mais je dirais que c'est du 50-50 pour l'instant, on est sûr de rien. Et pour trancher, la brigade criminelle va faire analyser les débris carbonisés de l'appartement de la victime. S'il révèle des traces d'essence ou de gasoil, la piste criminelle sera privilégiée. Ce sont les seuls éléments à partir desquels on peut espérer révéler éventuellement des traces d'hydrocarbures ou de produits inflammables. Donc c'est essentiel. S'il y a eu un accélérateur, un hydrocarbure, enfin un produit qui peut être à l'origine de cet incendie, ils le révéleront au travers des analyses. Tous les échantillons vont être examinés ici, au laboratoire de la préfecture de police. Les débris sont analysés par cette machine high-tech au nom imprononçable, sauf par les experts scientifiques.
C'est un thermodésorbeur couplé à une chromatographie en phase gazeuse, spectrométrie de masse. C'est cette machine qui va séparer les constituants des liquides inflammables et puis qui nous permet de détecter aussi bien les alcools, l'essence, le gazole, les white spirits, les produits les plus courants. Alors, a-t-on déversé de l'essence chez la victime? L'incendie est-il criminel? Les résultats sont transmis au commissaire Richardot qui en réfère immédiatement au patron de la crime. Le laboratoire central de la préfecture de police nous a informé qu'ils n'ont décelé aucune trace d'hydrocarbures ni aucune trace de produits combustibles sur les scellés qui ont été constitués lors des constatations, ce qui conforte la thèse de l'incendie d'origine accidentelle. Donc le dossier, pour nous, il est clos. On va le mettre en forme dans la semaine. Ok. T'entends? Ouais. À quelques rues de là, un meurtre a été commis et c'est le groupe du commandant Copetti qui est chargé de l'enquête. Cette nuit, un homme de 50 ans sans histoire a chuté du 3e étage de son appartement. Il est mort de ses blessures à l'hôpital. Peu de temps avant la chute, 2 hommes ont été aperçus chez lui. Donc la chute se passe ici. On est au 3e étage. Il tombe visiblement face contre terre sur le trottoir. Jeté, poussé, faudra examiner le corps et puis examiner les vêtements. Difficile à dire encore, là c'est trop frais pour qu'on sache quoi que ce soit. C'est la police, madame. Il y a longtemps que vous avez été là? Non, je suis chez une amie. D'accord. Parce qu'il est tombé par la fenêtre. C'est pas vrai. C'est la police, c'est la brigade criminelle. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de particulier? J'ai entendu du bruit dans les escaliers, mais j'étais couché, j'étais incapable de voir que c'était sur le palier ou ailleurs. À minuit? Ouais, il était minuit à peu près. On peut dormir tranquille? Oui, bien sûr. Vous allez attraper quelqu'un? Non? Non. Non. Laissez-nous un peu de temps. Non, mais d'accord. Bon, quelques heures. Il y a des témoins qui ont vu 2 hommes s'enfuir à un quart d'heure d'intervalle juste après les faits. Il y a une fouille sommaire, il y a du matériel informatique dans un sac. Non, c'est une affaire pour nous. Hein. Une affaire typique pour la brigade criminelle chargée des meurtres les plus complexes de la capitale. Complexe parce que chez cet homme sans histoire, salarié d'une grande entreprise depuis des années, rien ne laisse penser que quelqu'un dans son entourage pouvait lui vouloir du mal. Pour retrouver des empreintes ou l'ADN des agresseurs, les enquêteurs passent l'appartement au peigne fin. Voilà, un appareil photo numérique qui n'a pas été volé. Manifestement, ils n'ont pas eu le temps de fouiller beaucoup. Moi, j'ai fait les constatations dans l'appartement parce qu'on peut supposer qu'il y a eu, que l'agression a commencé ici avant la défenestration. Je pense qu'il y a pas mal de choses à exploiter. Maintenant, ça va être un travail assez long parce que je pense qu'il y aura pas mal de recherches, notamment au niveau des empreintes génétiques sur des objets qui ont sans doute été manipulés par les auteurs. Des objets en fait qui étaient dans un sac manifestement prêt à partir, donc qui laissent penser que c'est des objets qui ont été émis par les auteurs et qui n'ont pas pu emmener. Donc ces objets-là, il va falloir regarder si on trouve des traces de contact. À 1h du matin, la voisine à côté est réveillée par du bruit. Elle regarde à l'œilleton et elle voit un Européen descendre l'escalier, normalement. Un quart d'heure après, ça parle toujours fort, elle regarde et elle voit un mec métis descendre vite. Quelqu'un manque d'écraser quelqu'un qui sort d'ici en trombe et remarque qu'il y a quelqu'un qui est à l'aplomb de la fenêtre blessé. La personne qui a failli être écrasée dit vous occupez de rien, c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, il essaye de calmer le mec et il part en courant. Dans l'immeuble d'en face, Patrick entend une femme qui, depuis sa fenêtre, a assisté à la chute de la victime. J'étais en train de faire ça. Donc j'étais en train de faire ça, j'ai regardé, j'étais en train de faire ça, puis j'ai levé les yeux et j'ai vu en fait un paquet, quelque chose en fait, un paquet qui tombait. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand j'ai baissé les yeux, au moment où il a eu l'impact, le bruit donc, j'ai vu que c'était un corps. Oui. Et j'ai crié. À partir du moment où vous voyez ce paquet tomber, oui, on va dire, dans un premier temps, oui,
Est-ce que vous avez le réflexe de regarder au-dessus, en face de vous, là? Non. J'ai vraiment suivi le mouvement du paquet qui tombait. Est-ce que vous entendez quelque chose? C'est pas un cri, j'ai entendu un espèce de, vous savez, un bruit de gorge, un « oh » comme ça. Mais c'était pas un cri de terreur, c'était un bruit de, comme une surprise. D'accord. Un bruit de, comment dire ça? Un bruit masculin, enfin un bruit de gorge, guttural, de « oh » comme ça. Oui, là. Ah, ça peut être intéressant quand même, ouais. Si le gars est parti par là, ouais. S'il part par là, c'est intéressant. Là, on regardait dans l'environnement immédiat s'il pouvait y avoir des caméras filmant la rue et donc le cheminement de fuite des agresseurs qui sont partis à pied apparemment. Ça donne quelque chose? Pour l'instant, on a quelques espoirs avec la caméra de la banquette, du DAB, s'il a pris la fuite par là et surtout s'ils se sont servis d'une carte bleue qu'ils auraient pu voler à la victime après lui avoir soutiré le code, ce qui n'est pas impossible, mais on va le savoir bientôt aussi. C'est toujours difficile de dire si une affaire va sortir ou pas. En tout cas, celle-là, il y a des éléments sur lesquels on peut travailler. À la crime, les enquêteurs n'ont pas perdu de temps. Ils viennent d'éplucher le compte bancaire de la victime et un retrait leur paraît suspect. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a eu un retrait de 100 €, on sait que c'est dans le secteur de la mairie du 15e, mais on ne sait pas quel endroit. Bizarrement, ces 200 € sont retirés avec la carte de la victime alors que celui-ci est en train d'agoniser sur le trottoir. Les enquêteurs espèrent maintenant récupérer les vidéos du distributeur et mettre un visage sur l'un des agresseurs. Ouais, même avant midi. Mais il y a un problème, les banques sont fermées demain et il faut au plus vite récupérer les vidéos avant qu'elles ne s'effacent automatiquement. Je vous cache pas que c'est urgent et qu'en cette période de pont, les vidéos risquent de s'écraser. Dans les experts, il suffit d'appuyer sur un bouton et puis on a tout de suite. Dans la réalité, c'est beaucoup plus laborieux. Pourtant, il s'agit d'une affaire criminelle, vous êtes la brigade criminelle. C'est une affaire criminelle, on est la brigade criminelle, mais on a affaire à des administrations qui ne sont pas des policiers, et puis c'est une période de pont, et puis les gens n'ont pas l'habitude de travailler dans l'urgence, donc il faut faire avec. Si j'ai pas de retour à 15 h aujourd'hui, on se retrouve dans la panade, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, il me faut absolument une réponse. En attendant les vidéos de la banque, les résultats de l'autopsie s'avèrent très instructifs pour l'enquête. Donc, lésions cutanées traumatiques diffuses et étagées. En fait, il y a énormément de petites plaies un peu partout, mais c'est dû à la chute. Il n'y a pas de griffures. Après, des lésions osseuses traumatiques. Donc là, il y a une fracture du crâne à l'arrière de 10 cm. Ouais. Il a pratiquement toutes les côtes cassées au niveau du dos, sur toute la longueur. Il est tombé sur le dos. La clavicule, en fait, il est tombé sur l'épaule et puis boum, d'accord. Sur le côté droit du dos. Et après la tête, sans doute. Ouais. Il y a également, et ça qui est indépendant manifestement de la chute, un hématome orbital. Donc il aurait pris un coup de poing. Il aurait pris un coup de poing. Super. Merci. Ça nous apprend que manifestement déjà il n'a pas sauté par la fenêtre, puisque sinon il y aurait eu des traumatismes au niveau des pieds. Alors, sans vouloir dire qu'il a été poussé, ça veut dire qu'il a dû tomber sans doute vers l'arrière de la rambarde. En fin de journée, les policiers sont soulagés. Ils viennent de récupérer les fameuses vidéos du distributeur de billets. Bon, là c'est un moment important de l'enquête. Ouais, je pense que ça suffira. Ça nous suffira. Double clic. Ça c'est quand il arrive. On y voit parfaitement un homme caché sous un pull, retirer de l'argent avec la carte bancaire de la victime. Ah, tu vois, là, celle-là, elle est pas mal, là. Voilà, les photos sont redatées, alors suivant les eurodatages, entre 1h14 ou 1h17. Et ça colle avec la chute de la victime qui est à peu près entre 1h10 et 1h15. Donc c'est-à-dire que pendant que cet individu retire de l'argent, dans les instants qui suivent, dans l'appartement de la victime, celle-ci passe par la fenêtre et le deuxième malfaiteur s'enfuit. Bon, c'est pas très malin de sa part non plus de se dissimuler seulement en partie, alors qu'il aurait pu mettre une cagoule complète pour retirer l'argent. Non mais je pense qu'on n'a quand même pas affaire à des gens particulièrement intelligents. Tant mieux pour nous d'ailleurs. Parce que plus ils sont bêtes, moins ils prennent de précautions et plus facilement nous les arrêtons.
Il faut maintenant retrouver au plus vite l'homme à la carte bancaire et son complice avant qu'ils ne disparaissent dans la nature. Alors, pendant plusieurs jours, le groupe Copetti va éplucher les fichiers de la police pour tenter d'identifier cet homme. Avec pour unique élément de comparaison, ce visage camouflé. Merci. En région parisienne, une autre équipe de la brigade criminelle vient d'être appelée pour une affaire totalement énigmatique. Sur un chantier de construction à 6 pieds sous terre, des ouvriers ont découvert des restes d'ossements humains. Quand j'ai donné un coup de pelle, le truc s'est déchiré et j'ai vu un os. Moi, j'ai pensé que c'était un chien. Et on a vu qu'il y avait une montre. Et c'est là que j'ai dit, ça, c'est quelque chose de... Il y avait une montre dans le tas. Dans le tas que vous aviez... Voilà. Et vous avez tout stocké. Voilà. Bon, donc ici on reste sur place pour tamiser et puis trouver le maximum d'éléments humains. Et puis ensuite je fais le point avec monsieur à la rue. Le grutier a coupé le corps en deux et s'est arrêté immédiatement quand il a vu des ossements. Il a vidé son godet un peu plus loin, le crâne est tombé. Il y a des bribes de vêtements et il semble qu'elles soient entourées d'un drap. À première vue, il s'agirait d'un corps de femme enterré là il y a plusieurs années. C'est le pire cas puisqu'on ne sait pas à qui on a affaire. Donc avant de trouver un éventuel auteur, notre difficulté c'est d'obtenir l'identité. C'est un morceau de mâchoire avec 4 dents. Le maxillaire, c'est un élément identifiant important pour essayer de reconstituer la formule dentaire. On cherche tout élément intéressant. Ça peut être des opérations, ça peut être des broches, ça peut être des éléments de chirurgie. Fémur, humérus et fémur, oui. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il la coupe en morceaux. Il la coupe en morceaux parce qu'on ne devrait pas l'avoir là-bas. Il la coupe en morceaux. On ne doit pas avoir... Il y a un humérus, il y a un fémur qui sont côte à côte. Michel, c'est éparpillé, hein. C'est sectionné. Il n'y a pas de cohérence là. Il y aura plusieurs corps. Ouais, il faudrait partir plus large en réalité. Les fémurs, on en a rarement 4. Hein. Et t'as pas l'impression qu'il y en a beaucoup? Il y en a plusieurs alors. Eh oui, moi je pense qu'il y a plusieurs corps. Je pense qu'on arrive au torse, hein, la plus grosse partie du corps. On a un souci parce que, vu l'état du corps, on devrait avoir des odeurs de putréfaction, on n'en a pas. On est en plein soleil, on y touche beaucoup, donc les gens qui ont fouillé plus proche du corps disent qu'il y a une odeur qui n'est pas celle de la putréfaction, mais une odeur chimique. On ne sait pas. Une bastos. Une balle. Une bastos, bah voyons. Ouais. C'est sûr c'est une bastos? Oui. Ouais, je dirais du 38. On va donner ça. Attendez. Petite taille, hein. Tu sais, c'est une femme, si on nous a annoncé une femme. Ouais, mais... Si on n'identifie pas, ça peut rester plusieurs mois à galérer, à chercher des éléments. Ça peut être très très long. La brigade criminelle est saisie pour les affaires qui présentent une certaine difficulté, donc on sait au départ qu'on peut très bien s'installer dans la durée. La moyenne des affaires, c'est plusieurs années, toujours. Le dossier le plus ancien de la brigade criminelle qui est toujours travaillé, c'est 86, une petite fille qui a été violée et tuée. Donc, évidemment, tous les jours, on ne peut pas déployer un travail particulier, mais on est en vigilance, on fait attention aux éléments qui peuvent arriver, à des faits similaires, on compare. Tout le temps, il y a un groupe en éveil toujours sur cette affaire-là. Et donc des centaines de pistes qui ont été exploitées
Et on cherche encore. Les suites de l'enquête vont confirmer l'intuition des policiers. Il s'agit bien de 2 corps, enterrés là il y a plusieurs années. Mais à cette heure, les 2 victimes ne sont toujours pas identifiées. La brigade criminelle risque de chercher encore longtemps l'assassin qui court toujours. Sur l'affaire du défenestré, en revanche, il y a un rebondissement inattendu. Une femme se présente au 36 quai des Orfèvres à l'instant. Elle prétend avoir des révélations à faire. L'un des agresseurs lui aurait fait des confidences. J'ai rien à voir avec eux, je suis venu ici pour tout vous dire parce que moi j'ai pas envie qu'après on me dise complicité de meurtre ou pas. Hein. Moi j'étais pas là, ce qu'on m'a dit, c'est vrai j'ai pris 3 jours pour venir parce que franchement la peur aussi quoi. Donc voilà, je suis venu pour vous avancer dans votre enquête quoi. Et puis aussi par respect parce que voilà, ils méritaient pas ça quoi. Non. Les enquêteurs avertissent immédiatement le patron de la crime de la nouvelle tournure que prend l'enquête. Ouais, je sais. Elle vient de se présenter spontanément au service à 13h30, 14h. On est en train de la débriefer, de l'auditionner. Elle nous confirme qu'elle a reçu les confidences au cours desquelles il lui reconnaît avoir participé, avoir fait une grosse connerie dans le 15e, etc. Et elle cite également le 2e individu. Bon, bah, c'est quand même bien. On attaque, on va chercher... Grâce aux déclarations du témoin, les policiers ont rapidement accès au passé judiciaire des 2 hommes. Puisque, en ce qui concerne celui-ci, il est connu, en tout cas il est répertorié dans les archives de la police judiciaire pour 14 faits, des violences volontaires, des ports d'armes illégales de 6e catégorie, des violences à agents de la force publique, incendie volontaire. Oui, c'est quelqu'un qui a un palmarès qui démontre en tout cas un ancrage certain dans la délinquance. Et puis pour ce qui est de son complice, c'est encore pire puisqu'il a 42 faits pour lesquels il est connu. Donc ce qui est énorme compte tenu de son âge. Vous dites que vous habitez plus ensemble, il n'a pas d'appartement, mais il dort où quand il est pas chez vous? Il vient très souvent, déjà. En pleine audition, la femme reçoit sur son portable un message de l'un des 2 hommes. Mais j'ai peur, moi, c'est normal. J'ai pas peur. Il y a un message. Je vous fais écouter directement. Essaie de m'appeler, bisous. Il a appelé du domicile, hein. De la maison. Chez elle actuellement. Cet appel va tout précipiter. Il faut la BAC 11 et puis la BAC 11 au pied de l'immeuble. Ok. Ah, mais il faut qu'elle rappelle chez elle. Ouais, qu'elle le fasse parler, plutôt que... L'idée, elle rappelle chez elle, il va répondre, il va vouloir prendre le pouls, elle lui dit que tout se passe bien, et nous, entre-temps, on envoie du monde. Puis on va se déplacer accessoirement vite. Je les appelle tout de suite. Rappelez-le chez vous sur votre fixe, pour discuter avec lui dire que ça se passe bien, etc. Essayez de l'appeler pour voir, pour qu'il reste là, quoi, comme ça, L'idée, c'est quoi? Qu'il reste sur place, Jean-Paul? Ouais. Bon, vous lui dites que vous êtes sur le chemin du retour, que vous arrivez dans 20 minutes. Ouais. 20 minutes, ok? Vous lui dites, c'est pas grave, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Nous, on veut pas qu'il décampe. S'il décampe, il prend 20 ans. S'il reste sur place, il en prend 10. D'accord, par contre, je lui dis que j'arrive dans 20 minutes. Vous dites 25 minutes? Moi, j'y vais pas. Non, bien sûr que non. Moi, je n'allez pas. Vous allez pas, par contre, vous nous laissez vos clés. Ouais. Vas-y, bouge! Avance! Pour interpeller le suspect, la crime a appelé des policiers en renfort.
Bon, on va monter sans faire de bruit, puis on va ouvrir et puis rentrer. C'est la police, tu bouges pas! Bouge pas! À plat ventre, à plat ventre, à plat ventre! Tu bouges pas toi non plus! C'est bon! Bouge pas, lève les mains! Viens là. Avance! Retourne-toi! Là, avance! Mets ta main! Retourne! Tourne ta tête! Mets ta main, c'est bon. Bon, un t-shirt. Je peux mettre un t-shirt, monsieur, s'il vous plaît? Ah, c'est bon. Attends, ton prénom. C'est pourquoi, monsieur? Ton prénom! Non. Bien. On a les deux. De quel enfant? Ton enfant. Mais il est chez ses parents. Ça va alors. Est-ce que je peux le mettre pour moi, un t-shirt? Ouais, Stéphane Delormeau, tu peux monter, on a les deux. Ouais, ok, c'est bon, c'est serré. C'est du bicarbonate, j'ai le droit de me brosser les dents avec. Ouais, je sais pas pourquoi vous... Tu sais très bien. Tu sais très bien. Comment ça, je sais très bien? Tu sais très bien. Ils étaient ensemble, il y a de la coke apparemment, enfin, ils étaient en train de se préparer une pipe à eau, enfin bon, je sais pas ce qu'ils allaient consommer. En tout cas, il y a de la matière stup, et puis ils étaient ensemble dans l'appartement, donc on a pénétré. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc on a forcé la porte, on est rentré, puis on a serré. Voilà, ok, à tout à l'heure. Faites la perquise, allez-y, fouillez partout, je sais pas. Économise ta salive, pas la peine. Pardon? Économise ta salive. On va parler plus tard, on va faire la perquisition, on n'a pas besoin de ton assentiment ni de ton autorisation, on est en flagrant délit, ok? Flagrant délit de quoi? T'es là pour homicide, ok? T'es là pour un homicide. Je crois que c'était Marco Ok? qui... Non, c'est toi qu'on est venu chercher. Quel homicide? Mais vous avez pété un plomb, là. Et c'est jamais le fait du hasard, ok? Mais franchement, c'est un truc des barges. C'est un truc des barges que vous me racontez là, c'est un truc des barges. Comment ça, moi, je vais faire un homicide? Alors j'ai un gosse, et au lieu de me mettre le droit chemin, je vais aller faire un gosse. Je vais faire un homicide. avant, garçon. Mais vous avez... Mais franchement, c'est tombé, franchement, ça... Eh ben si c'est une erreur judiciaire, on s'en excusera et on réparera la porte. Est-ce que je peux avoir au moins un t-shirt? On va t'habiller, on va te notifier ta garde à vue et on va faire la perquisition. Rappelle-moi ta date de naissance. 86. Franchement, écoutez, monsieur, depuis tout à l'heure, vous êtes là en train de raconter des blablabla. Franchement, vous parlez comme ça, vous croyez que franchement, vous savez rien du tout, et là, vous parlez comme ça, monsieur, mais c'est dingue. Tu es en garde à vue dans une affaire d'extorsion, suivi, précédé ou accompagné de violences ayant entraîné la mort. Hein? Donc tu es en garde à vue pour 24 heures. Enterré la mort? Laisse-moi terminer. Tu es en garde à vue pour 24 heures, qui va te prolonger encore de 2 fois 24 heures ou d'une seule prolongation de 48 heures. Donc. Mais vous avez pété un plomb, là. Regarde-moi. T'es en garde à vue. Change de ton. Adopte une attitude plus conforme à ta situation. Je vais vous dire, d'accord? J'ai tué personne, j'ai fait... Personne, il y a des témoins. D'accord, on n'est pas venu te chercher par hasard, ok? Comment ça? Alors vous n'êtes pas venu chercher par hasard? Il y a des témoins de quoi? Tu vas passer 4 jours avec nous, on va faire un bout de chemin ensemble, d'accord? Donc tais-toi. Bon, tu es en garde à vue depuis 16h10, au moment où on t'a interpellé. T'es placé en garde à vue pour une extorsion de fonds. Écoute bien, extorsion de fonds, accompagnée, précédée ou suivie de violences ayant entraîné la mort. Il y a un homme qui est mort, ok? Et tu as participé à cette extorsion et à ces violences qui ont entraîné. Raquette, si tu veux, vol, enfin, tu vois? J'aimerais bien savoir où est cet argent. On va s'expliquer. Moi, je me suis posé... Mais là, on te notifie ta garde à vue. Non, mais c'est pas tout de suite, c'est pas le moment. Là, on te notifie ta garde à vue, tu vas venir avec nous. Il n'y a jamais eu de violence, il n'y a jamais eu quoi que ce soit, monsieur. Et bah justement, tu vas avoir l'occasion de t'expliquer. Qui c'est qui était en train de se couper les cheveux, là? C'est toi, tu te coupais les cheveux? T'as décidé de changer de tête, là, récemment? Toutes les semaines, Toutes les semaines? D'accord. On a le principal, enfin celui qu'on cherchait, dont on savait qu'il était logé à cette adresse. La chance qu'on a, c'est qu'on trouve son complice également à domicile. Donc là, ils sont dans une certaine torpeur. Il faut qu'on profite de l'avantage qu'on a, l'effet de surprise, parce qu'ils ne s'attendaient évidemment pas à nous voir arriver en plein milieu d'un samedi après-midi à son domicile. Donc non, c'est bien, c'est très bien. Les deux hommes sont placés en garde à vue. Et comme il s'agit d'une association de malfaiteurs, les policiers disposent cette fois-ci de 96 heures pour savoir s'ils sont impliqués dans cette affaire. Était-il présent ce soir-là dans l'appartement de la victime?
Sont-ils les auteurs de l'agression? Et l'un des deux, est-il l'homme du distributeur de billets? Alors, est-ce que tu reconnais ce monsieur? Bien sûr, c'est moi, ça. Contre toute attente, le suspect avoue être l'homme de la photo. Il va même aller plus loin dans ses déclarations. Ce soir-là, il était bien dans l'appartement de la victime avec son complice. Ouais. On a fait une pipe de crack dans les escaliers. Après, on est monté chez lui. Moi, je suis parti retirer avec la carte. J'ai retiré 200 euros. Après, quand je reviens, j'ai vu 2 agents de police civile qui étaient en bas de chez le monsieur. Donc bah, je me suis dit merde et tout, là c'est... Bon, j'ai compris que ça partait en couille, quoi. Mais de là à croire que le mec il allait mourir, putain. Je suis pas un meurtrier, putain. Vas-y, chiale, hein, c'est pas gênant, hein. Le gars, je me connais pas, j'ai rien à voir avec lui. Non mais toi tu étais embarqué dans une galère. Donc dis-nous tout ce que tu as fait. Toi, dis-nous tout ce qu'il a fait. Je lui ai dit ce que j'ai fait, Voilà. monsieur. Moi, je suis parti. Je suis même pas resté 10 minutes dans l'appartement. Je suis parti. On a compris que tu l'avais pas tué, on a compris. Mais c'est les 10 minutes au cours desquelles tu es resté dans cet appartement qui nous intéressent. Il va falloir détailler un petit peu plus que tu l'as fait. D'accord? Oui, je vais détailler. Tu te fais passer un petit peu pour un passif. Non, non, pas pour une victime. Hein. C'est quoi un passif? Pour un passif, quelqu'un qui était là, sans être là. En fait, tu cherches ton pote. Hein? En clair, c'est ça. Je charge mon pote. Tu cherches ton pote. Ouais, je cherche Un petit peu pour l'instant. Je dis comment ça s'est passé les choses. Ah, c'est sûr que tu t'es foutu dans la merde. Hein. Tu t'es foutu dans une belle merde. Le complice, resté aux côtés de la victime dans l'appartement, nie toute implication dans cette affaire. Mais vous voulez que je vous dise quoi exactement? La vérité. La vérité? Ouais. Vous avez bien quand même une supposition dans la tête, vous supposez bien. Ah que ouais, moi j'ai ma petite idée. Moi j'aimerais bien savoir ce que vous supposez, vous. Ouais, moi, je pense que vous êtes allé l'agresser et que ça s'est mal passé. Et que ça s'est mal passé, voilà, c'est ce que je veux savoir. Que ça s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu le sais ce qui s'est passé? Tu y étais, moi j'y étais pas. Nous on le retrouve en bas de la fenêtre. Est-ce que vous avez volé quelque chose chez monsieur Pas à ma connaissance. Comment tu expliques, puisque ni toi ni Mimi n'avez volé quoi que ce soit, que la carte bancaire à 1h17 elle est utilisée dans un distributeur automatique du 15e arrondissement à côté de chez lui? Il y a une somme qui a été retirée. Donc tu joues les gars qui la prend là. Quoi? On a retiré de l'argent Moi je comprends pas, je suis pas au courant. Très bien. Et tu crois pas que là maintenant ça serait le moment de dire on y est allé, on voulait le dépouiller, puis ça s'est mal passé? On voulait pas le dépouiller, monsieur. Vous vouliez quoi? On lui a demandé de nous prêter un peu d'argent. Il nous a passé sa carte, il nous a dit de retirer. Et après ça, voilà, c'est tout. Devant l'évidence, l'homme finit par avouer être effectivement allé cette nuit-là chez la victime qu'il connaissait très vaguement par une amie commune. Une visite avec des intentions plus qu'ambiguës. Et tu trouves ça logique de filer sa carte bleue à 2 types qui viennent te voir en pleine nuit en disant tenez voilà ma carte et mon code, allez retirer ce que vous voulez? Non, si. C'est logique? Si. On n'a pas violenté, monsieur, il n'y a pas eu de violence. Moi, je vais vous expliquer tout, je vais vous dire toute la vérité, C'est vrai, on a été chez lui amicalement. Il faudra te dire qu'il y a eu des violences. Pourquoi aurait-il sauté seul? Tu me réponds quoi? Je n'étais pas dans la même pièce que lui lorsqu'il a sauté. Il se lève, il va dans la chambre, il fait ses affaires, moi je Il fait ses affaires, c'est-à-dire? Bah, je sais pas, chez lui, il fait ce qu'il fait chez lui, quoi. Il est resté longtemps dans la chambre tout seul, là? Moi, je me suis pas préoccupé de ce qu'il faisait dans la chambre. Moi, c'est normal, c'est sa chambre à lui, je n'ai pas rentré non plus dans sa chambre par respect, par simple respect, je n'ai pas rentré non plus dans sa chambre. Comme ça, c'est pas chez moi. J'ai entendu tout ça, avec la fenêtre, les rideaux qui s'ouvraient et tout. Je me suis dit, bon, moi j'ai pensé directement qu'il avait ouvert la fenêtre et qu'il commençait à crier.
Et ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que je suis descendu directement. Je savais même pas qu'il était mort, le mec, je savais même pas qu'il avait sauté de chez lui, je l'ai su que le lendemain matin. Ouais, mais tu l'as vu le corps par terre? Mais je l'ai pas vu le corps par terre, j'ai même pas regardé en direction de l'appartement, ni de quand je suis sorti, j'ai même pas regardé derrière moi. Bon, allez, on va arrêter là pour l'instant. Alors son truc, c'est on y est allé, on est dans le coin, on a dit tiens, on va aller voir un ami. On sonne, on rentre, il avait pas l'air trop content de nous voir, mais enfin, on va nous faire rentrer. Et puis à un moment donné, son copain se lève et dit je m'en vais, je sais pas pourquoi, je reste donc seul avec la victime. Et puis là, j'ai entendu un grand cri provenant de la chambre. Je n'ai pas cherché à savoir ce qui se passait, je suis parti en courant en me disant oh là là, s'il appelle au secours, la police va encore me mettre quelque chose sur le dos. Il sort, il voit quelqu'un qui dit tout va bien, mais il dit, à ce moment-là, je ne savais pas qu'il était passé par la fenêtre. Je l'apprends que le lendemain matin, enfin bon, ici, grotesque. Voilà, enfin, tout qui ne tient pas à la route. Pourquoi vous le laissez vous raconter des choses qui tiennent pas? C'est souvent intéressant de laisser quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le PV de chic, raconter ce qu'il a à dire. On sait qu'il ment. Et dans ce qu'il nous dit, déjà, on a des éléments, dans le cas présent, qui montrent qu'il était présent sur place, donc c'est intéressant. Mais souvent, dans le PV de chic, les gens mentent de telle façon qu'ils donnent des armes pour ensuite, qui vont ensuite se retourner contre eux lorsqu'on va leur opposer les différents éléments d'enquête. Et donc ils s'en font au fur et à mesure. Donc sur la deuxième ou la troisième audition, on va les mettre face à leurs contradictions. Et là, ils vont se rendre compte que ça ne résiste pas à l'épreuve des faits et que voilà, ils sont enferrés tout seuls et que leur déclaration est grotesque. Et là, du coup, ils sont obligés, enfin souvent en tout cas, ils sont obligés de faire volte-face et dire ok, je vous ai menti. Et donc on progresse comme ça au moins. Écoute-moi. Calme-toi. Est-ce que t'as mangé là? Vas-y, je m'en j'ai mangé, vas-y, je m'en bats les nanas, vas-y. Comment je vais prendre, je sais pas combien d'aller faire là? Mais non, mais arrête de dire n'importe quoi. Allez, vas-y là. Dis pas n'importe quoi, tu le sais très bien que tu vas pas prendre 10 piges. Allez, vas-y là, on parle de meurtre là, je sais pas quoi, on vise à volontaire, je sais pas quoi. Si tu continues comme ça, tu vas finir au dépôt là, ça va être encore pire, ça va être plus chiant, ça c'est plus petit, c'est plus étroit, c'est beaucoup moins sympa. Ah, ça va. D'accord? Tu vas avoir l'occasion de t'expliquer. C'est bien, c'est bien, mais c'est bien justement. Je me rappelle, je lui dis, ouais, allez, vous me croyez pas. Mais si on te croit. C'est moi, je l'ai buté, j'ai rien fait, j'étais même pas là, il était quand c'est passé mon frère. Écoute ce que je te dis. C'est pas le pied, évidemment que c'est pas le pied, t'es en garde à vue. Donc tu te reposes, tu te calmes, tu manges si tu as faim, et surtout tu dors. Ok? Les suspects vont tenter de trouver le sommeil avant que les auditions ne reprennent demain matin. Les enquêteurs, eux, se sont donné rendez-vous devant l'immeuble de la victime. On est monté et on a allumé la lumière donc uniquement de la pièce qui nous intéresse. Ils vont reconstituer la fuite de l'agresseur présent dans l'appartement au moment de la chute. Celui-ci nie avoir vu l'homme tomber par la fenêtre. Il se serait enfui en courant et n'aurait pas vu le corps gisant dans la rue. S'il ment sur le fait d'avoir vu le corps, ça veut sans doute dire qu'il veut occulter tout ce qui a provoqué la chute du corps et que donc il est peut-être l'auteur de cette chute. Est-ce que vous pouvez positionner le mannequin Seulement voilà, dans sa fuite, il croise un homme qui est en train de téléphoner au secours à quelques mètres du corps. Donc moi j'étais au téléphone, j'ai cru que bon... D'accord. Alors il faut qu'on prenne une photo là. Ouais, j'étais là. La crime a convoqué ce témoin afin qu'il rejoue son propre rôle. D'accord, donc là, personne venir. La première fois que vous le voyez, c'est dans cette configuration-là. Oui, dans cette configuration, donc qui venait. L'un des enquêteurs joue quant à lui le rôle de l'agresseur en train de sortir de l'immeuble. Oui, à ce niveau. Ouais, c'est là qu'il me parlait. Il me disait, voilà ce que le fuyard aurait dit à l'homme au téléphone pour le rassurer. C'est pas grave, il joue, il s'amuse. C'est pas grave, il joue, il s'amuse. Il n'est pas mort, ça. Ah ouais, voilà, quelque chose. On y va, on ne bouge pas. Ok. C'est bon. Deuxième témoin. Voilà, ensuite, il voyait partir en courant comme ça, et là, vous le perdez de vue, vous savez pas la direction qu'il va précisément. C'est ça, exactement. Ouais. On ne bouge pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il ne peut pas être sorti sans voir le corps. Il passe là. Il passe sur le trottoir, enfin.
Il y a 50 cm qui le séparent du corps. Donc, il ment, reste à savoir pourquoi. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir lui opposer ça demain matin à la première heure lors de la prochaine audition. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que ces constatations, elles sont faites sur la base des déclarations d'un témoin qui est totalement extérieur. Donc voilà, il ne peut pas remettre en cause ces constatations qui sont objectives. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, non, c'est bien. Ok, c'est bon. Il n'est pas possible que tu n'as pas vu le corps. Moi, je me sens que j'ai pas vu Alors, le corps. voilà. Donc là, Il est à 1,50 m du corps et là, il te voit progresser. Voilà. Là, t'es à peu près à 2,50 m du corps. Et puis, à un moment donné... Ensuite, tu le rejoins. Donc pour le rejoindre, tu passes le long du corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es à passes là. 50 cm du corps de la victime. 50 Je cm. suis passé là comme ça, j'ai fait ça. Tu maintiens tes déclarations? Oui, je maintiens mes déclarations. Ouais, donc tu mens. Là, tu mens, c'est la On a démonstration prouvé que tu es un menteur. La victime, elle bouge encore. Elle râle de douleur. Elle appelle au secours. Elle a vu la victime. Non, mais c'est ça ce qui t'inquiète. c'est pour ça que tu l'as vu, tu l'as entendu. Je l'ai vu. Elle a souffert sur la voie publique. Pourquoi tu veux occulter à ce point le fait que tu as vu la victime? À la limite, ton histoire là, je vais à la porte parce que je trouve que mon copain revenait, j'entends j'ai peur parce que j'ai des antécédents, je sors. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dire j'ai pas vu la victime, Mais dire que c'est tu n'as pas vu la victime, invraisemblable. ça veut dire que tu veux occulter le fait même que qu'il y a eu la mort d'une personne. Et qu'est-ce qu'on en conclut? Non mais arrête de rire en plus. C'est très... Non mais c'est risible. C'est pas risible. T'es passé à 50 cm d'un mec qui agonisait. Je vous dis... Qui agonisait. Déjà d'une... Qui se vidait de son sang. Et toi tu te marres. Non mais t'as pas honte. Par rapport à la gravité des faits, le fait qu'il ait vu ou non la victime allongée sur le sol dans sa fuite, ça ne change rien à la qualification des faits. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça démontre qu'il ment. Et s'il ment sur cet aspect des choses, on est en droit de penser qu'il ment sur l'essentiel, à savoir les circonstances de la chute. Donc, est-ce que c'est lui qui lui a porté un coup au moment? Est-ce que c'est lui qui l'a déséquilibré en cherchant à le repousser de la fenêtre? Bref, là-dessus, il ne va pas y venir. Voilà, il est dans le mensonge. Ça va le desservir, parce que je ne vois pas comment il pourrait s'en sortir ultérieurement. Au deuxième jour de garde à vue, l'homme qui était au distributeur au moment des faits est extrêmement stressé. Il sait qu'il risque jusqu'à 30 ans de prison pour complicité de meurtre et il reproche à son compagnon d'infortune de l'avoir entraîné dans cette terrible affaire. Écoutez, je vais vous dire comment ça passait tout ce bordel de merde là, voilà, fils de pute, tu m'engraines dans un truc enculé, va! On arrive dans l'appartement, le mec il ouvre la porte, bam, il très rend. Le mec il était un peu choqué de nous voir, bon on rentre dans la pièce, le mec il était assis là, ok? Après de là, il lui dit, oh tiens la carte bancaire, vas-y donne-moi le code. Il lui passe le code, il me passe la carte avec le code, il me dit va retirer. J'ai pris un gilet qui était là, bam, je suis parti pour aller retirer, point barre. C'est tout ce qui s'est passé, c'est exactement comme ça. Voilà. Tu te sens pas mieux là? Je vais te niquer ta mère, tu vas voir, enculé, va! Il est pas là, il est pas là. Homicide involontaire, putain de merde, voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir. Oui, bonjour monsieur, commandant Copetti à la brigade criminelle. Bonjour monsieur, oui, bonjour. Merci de m'appeler, oui. Je vous téléphone pour vous dire, pour vous donner une bonne nouvelle, c'est que nous avons interpellé les deux agresseurs de votre fils. Eh ben, écoutez, bravo, vous êtes des vrais professionnels. Non, on a fait notre travail, c'est oui, normal. mais bien et vite, hein. Alors ça, on n'en espérait pas tant, on avait des... Oh, c'est formidable, ça nous apporte vraiment, ce que vous me dites aujourd'hui est vraiment le plus important. Encore merci de la part de toute ma famille que vous avez rencontrée. Non, mais c'est normal. Merci, monsieur. Voilà, au revoir, monsieur. Au revoir.
content. Là, la phase de la garde à vue est terminée. On a retrouvé les 2 auteurs. Bon, même s'il reste des zones d'ombre, on espère les éclaircir lors de la commission rogatoire. Non, on est content.